à toutes, bonjour à tous. La semaine dernière, après la séance, j'ai discuté, comme j'aime bien le faire, avec certains et certaines d'entre vous, et l'un d'entre vous m'a fait la remarque suivante. Ce Sylvain Maréchal, m'a-t-il dit, avec son projet pour interdire aux femmes d'apprendre à lire, il me fait un peu penser aux talibans. Alors, vous savez que je ne suis pas ennemi des allers-retours entre le passé et le présent, et par conséquent, le commentaire m'a interpellé. D'autant qu'à première vue, rien n'est plus éloigné des talibans que Sylvain Maréchal, écrivain athée, anticlérical, hostile à la peine de mort et à la violence politique, personnage, semble-t-il, assez doux et inoffensif, si on en croit sa biographe, Erika Manucci, dont je vous avais parlé la dernière fois. De plus, comme nous l'avons vu, il est tout à fait possible qu'il soit entré une bonne part de provocation et de plaisanterie dans le texte de Sylvain Maréchal, qui, par ailleurs, a aussi écrit au même moment un éloge de la romancière Gacon Dufour, dont il était proche. Or, les talibans ne sont pas réputés pour leur sens de l'humour, ni pour leur amitié avec des autrices féministes. Il faut donc, a priori, rejeter la comparaison, non seulement parce qu'elle est anachronique, mais parce qu'elle rapproche des positions dont les fondements philosophiques, idéologiques et politiques sont très éloignés. Et pourtant, je comprends cette réaction, car si plaisanterie il y a, d'une part, elle est d'assez mauvais goût, et pour le reste, les positions philosophiques et politiques de Maréchal en faveur de l'égalité sociale et de la paix ne l'exonèrent en rien. Elle prouve surtout que la haine du savoir et du pouvoir féminin, la volonté de maintenir les femmes dans l'espace domestique et de leur interdire l'accès à l'espace public, n'est pas, comme on pourrait être tenté de le croire aujourd'hui, le seul fait des fondamentalismes religieux, mais qu'elle traverse des courants politiques très différents. J'avais cité la semaine dernière, vous vous en souvenez, Michel Perrault, qui insistait sur les contradictions du mouvement ouvrier et socialiste du XIXe siècle, et vous savez par exemple à quel point une figure comme Proudhon, théoricien emblématique de l'émancipation, a écrit aussi des textes terribles de misogynie. Il faut donc tenir les deux éléments. En tant qu'historiens et historiennes, nous devons contextualiser des textes comme celui de Sylvain Maréchal, chercher à les comprendre et non à les juger, évaluer les conditions dans lesquelles ils ont été publiés et reçus. Et dans le même temps, ne pas se contenter de renvoyer dans un passé idéologique révolu, comme si la domination masculine avait été terminée, alors qu'elle passe encore et toujours dans de nombreuses régions du monde par une guerre menée contre l'éducation des filles. Si bien que, après cette discussion, je me suis fait le reproche de n'avoir pas rappelé ce point évident aujourd'hui dans le monde. Le combat pour l'éducation des filles est encore à mener. Je pense bien sûr donc au sort atroce des femmes afghanes, mais aussi au Pakistan voisin, au combat courageux de Malala Yousafzai, récompensée par le prix Nobel de la paix en 2014, et plus généralement, un rapport de l'UNESCO de 2021 montre que 132 millions de filles âgées de 6 à 17 ans sont privées d'école, ce qui s'explique par la pauvreté, la ruralité, mais aussi par les mariages forcés, le travail obligatoire et par les préjugés religieux, culturels ou politiques hostiles à l'éducation des femmes. L'autre leçon à tirer, je crois, c'est que l'universalisme n'est pas un bloc. Ce serait trop facile. Nous avons vu que Klotz, Anaxarsis Klotz, qui plaidait pour un universalisme cosmopolite, radical, sans frontières, ouvert à tous les étrangers, n'avait guère soutenu les droits des libres de couleur, sans parler de ceux des esclaves. À l'inverse, l'abbé Grégoire, qui se moquait de ces chimères, vous vous souvenez, c'était le coup de la pierre philosophale, eh bien, l'abbé Grégoire a été un défenseur acharné de la cause des Noirs et jusqu'à la fin de sa vie, restant en correspondance avec les dirigeants d'Haïti indépendant. Et
eh bien, ce même Grégoire était ouvertement hostile aux droits politiques des femmes et n'a jamais varié sur ce point. Je vous dis d'ailleurs que si la campagne pour faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon finit par aboutir, on pourrait penser qu'ils auraient tous les deux des discussions assez animées, car Henri Grégoire, lui, est bien entré au Panthéon en 1989 à l'occasion des cérémonies du bicentenaire, en même temps que Condorcet et Monge. Ce qu'on oublie toutefois, c'est que cette décision a suscité de vifs débats. Rarement panthéonisation provoqua autant de polémiques que celle de l'abbé Grégoire, comme l'écrivent Paul et Frédéric et Caroline Choplin. Non pas, je vous rassure, à cause de ses positions hostiles aux femmes, qui n'ont guère été mentionnées à cette occasion, mais pour deux raisons. Son engagement en faveur de la constitution civile du clergé et sa politique à l'égard des Juifs. La première question a profondément divisé le clergé catholique. Celui-ci était partagé de manière générale sur l'opportunité de s'associer aux commémorations de la Révolution, qui restait attaché au souvenir des persécutions vécues par le clergé réfractaire et une partie des fidèles. Dans ce contexte, l'Église de France a réagi très froidement à la décision de faire entrer Grégoire au Panthéon. Par exemple, le cardinal de Courtrai, qui était l'archevêque de Lyon, affirma, je cite, que la soumission au pouvoir civil, même dans les conditions de l'époque, jette une ombre sur la grandeur réelle de ce prêtre, et il n'hésita pas à comparer défavorablement Grégoire au prêtre chinois persécuté par le régime communiste. Encore un anachronisme douteux. En réalité, l'Église était loin d'être unanime, comme l'a montré Bernard Plongeron dans un article rétrospectif publié dans la revue d'histoire de l'Église de France. Plongeron lui-même, c'est intéressant, avait été un acteur de cette histoire, à la fois historien et prêtre, spécialiste des liens entre philosophie et religion au XVIIIe siècle, auteur, cette même année 1989, d'un essai sur Grégoire, sous-titré « L'Arche de la Fraternité », qui insistait sur la dimension religieuse dans l'engagement révolutionnaire de Grégoire. Si l'Église était divisée, la communauté juive l'était tout autant. Ou plutôt, la panthéonisation de Grégoire fut l'occasion de faire entendre des voix divergentes, critiques. Car jusque-là, depuis le XIXe siècle, Grégoire était resté dans la mémoire collective des Juifs français comme la grande figure de l'émancipation, celui qui, dès avant la Révolution, avait plaidé pour la fin des persécutions dont les Juifs étaient victimes, puis avait mené à l'Assemblée le combat pour leur accès à la citoyenneté en octobre 1789. Dans un article de 1976, intitulé « La Révolution française et les Juifs », le grand historien de la Révolution, Jacques Godechaux, lui-même originaire d'une famille juive lorraine, rappelle un souvenir d'enfance. Quand il avait 5 ou 6 ans, à Lunéville, au début du siècle, sa mère l'emmenait promener place des Carmes. Apercevant une statue, il demanda qui elle représentait. « C'est l'abbé Grégoire, un homme à qui nous devons d'être ce que nous sommes », lui répondit sa mère avec émotion. Ce rôle de Grégoire a sans doute été un des arguments qui ont conduit à sa panthéonisation. En 1988, donc un an avant le bicentenaire, son essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs, publié 2 siècles plus tôt, à la veille de la Révolution, avait fait l'objet d'une double réédition, l'une préfacée par Rita Hermont-Belot, l'autre par Robert Badinter. Ce dernier, qui consacra l'année suivante un essai vibrant à l'émancipation des Juifs sous la Révolution, intitulé « Libres et égaux », se montra un défenseur infatigable de Grégoire et de ses combats. Et je suis content d'avoir l'occasion, dans un cours sur l'universalisme, d'évoquer la mémoire de cette grande figure morale et politique de la France contemporaine qui nous a quittés il y a un mois et qui est peut-être appelée à rejoindre Grégoire au Panthéon. Mais cette publication de l'essai sur la régénération des Juifs eut aussi pour effet paradoxal, inattendu, d'attirer l'attention sur des passages très troublants de l'essai de Grégoire, contenant notamment tous les stéréotypes et reprenant tous les stéréotypes
de l'anti-judaïsme. Je vais y revenir dans un instant. Du côté des intellectuels juifs, certains en profitèrent pour déboulonner la statue de Grégoire, je parle de façon figurée. Par exemple, Pierre Birnbaum, spécialiste de l'histoire politique du judaïsme, publia un article dans le Débat en 1989 dans lequel il reprochait à Grégoire de n'avoir défendu les Juifs que pour les convertir, sans respect pour leurs coutumes et leurs pratiques, pour lesquelles il n'avait que mépris. Il allait jusqu'à comparer Grégoire à Étienne Drumont, la grande figure de l'antisémitisme du XIXe siècle, auteur de La France juive, qui, lui-même, il est vrai, avait cité Grégoire. Comparant leur jugement critique sur les Juifs, il écrivait, avec un goût certain de la provocation, on pourrait presque dire que le constat de l'abbé Grégoire, l'émancipateur, et celui de Drumont, l'antisémite acharné, sont presque identiques. Seules les solutions diffèrent. Il fut rejoint par Annie Kriegel qui, dans le Figaro, regretta le choix de Grégoire pour le Panthéon, ce qui conduisit Badinter à monter à nouveau au créneau pour défendre la mémoire de l'abbé révolutionnaire. Son argument principal était le suivant: les passages incriminés de l'essai sur la régénération ne devaient pas être lus de façon anachronique à partir de l'expérience du XXe siècle, en y projetant les sensibilités contemporaines. Il fallait les expliquer historiquement comme des concessions au lieu commun de l'époque, très largement partagées. L'important était la façon dont Grégoire avait su dépasser ses préjugés, si répandus, pour promouvoir l'émancipation des Juifs, d'abord en 1788, puis plus nettement encore sous la Révolution. Replacé dans son contexte, l'ouvrage de Grégoire devait donc être lu comme un geste généreux de tolérance et comme l'annonce de l'accès à la citoyenneté. Mais au fond, la controverse portait plus profondément sur les effets de l'émancipation. Là, je fais une parenthèse, je dis l'émancipation, c'est-à-dire l'accès des Juifs à la citoyenneté. Le terme, en réalité, n'était pas utilisé sous la Révolution, il s'est imposé à partir des années 1830, mais il est devenu le terme de l'historiographie. Et donc je le reprends tout en précisant effectivement que le terme n'est pas utilisé en ce sens dans les débats de la Révolution. Là où Badinter, fidèle à la tradition majoritaire du judaïsme français, saluait le geste proprement révolutionnaire par lequel la Révolution avait fait des Juifs des citoyens à part entière, à la fois libres et égaux, Birnbaum et d'autres soulignaient plutôt que l'émancipation avait imposé aux Juifs le fait d'abandonner leur spécificité, leur culture et leurs rites. L'émancipation, à leurs yeux, n'avait pas été une libération, mais plutôt un marché. La citoyenneté contre la promesse de se fondre dans la masse nationale, contre la citoyenneté, contre l'abandon de toute spécificité. La conception que les révolutionnaires avaient de l'égalité des droits impliquait d'effacer toute différence. Comme avait écrit déjà quelques années auparavant, en 1982, le sociologue et philosophe Shmuel Trigano, dans un essai provocateur sur la République et les Juifs, ceux-ci s'étaient retrouvés otages de l'universel, obligés de donner toujours de nouvelles preuves d'attachement à la France, au point de renoncer à leur culture et à leur tradition. Alors pour comprendre ces débats, pour d'une certaine manière les mettre en perspective, eh bien, il faut revenir aux enjeux des années 1780 et au fameux concours de l'Académie de Metz, à l'occasion duquel Grégoire a rédigé donc cet essai publié rédigé en 1788 et publié l'année suivante. Les concours académiques étaient alors une institution importante, fondamentale même de la vie intellectuelle dans l'Europe des Lumières et tout particulièrement en France qui disposait, à la fin du XVIIIe siècle, d'un maillage important, dense, d'académies provinciales et de sociétés littéraires. Jérémy Caradona, qui a fait une étude systématique de ces concours, en a recensé plus de 2300 entre 1670 et 1796,
organisée par une cinquantaine de sociétés savantes pour un total de 15 000 participants. La question qui fut proposée dès 1785 par l'Académie de Metz, ou plus exactement par la Société royale des arts et des lettres de Metz, portait un intitulé qui peut sembler étrange: « Est-il des moyens de rendre les Juifs plus utiles et plus heureux ?» La question s'inscrivait dans un contexte intellectuel favorable à une révision des attitudes traditionnelles à l'égard des Juifs qui avaient été marquées tout au long du XVIIIe siècle par une hostilité manifeste. Les philosophes des Lumières, à quelques exceptions près, notamment Montesquieu et Rousseau, s'étaient montrés dans l'ensemble très critiques à l'égard des Juifs. Alors, le cas le plus connu, vous le savez, c'est celui de Voltaire, presque emblématique. Je ne vais pas le développer aujourd'hui, mais je rappelle que ces critiques envers les Juifs étaient presque obsessionnelles et ne se réduisaient pas, comme on l'a souvent dit, à une critique de l'Ancien Testament à travers laquelle il aurait visé en réalité le christianisme. Alors, il est vrai que les anciens Hébreux étaient la cible principale de sa verve, mais les Juifs contemporains ne trouvaient pas davantage grâce à ses yeux. Ils lui apparaissaient comme les figures mêmes de la résistance aux Lumières, de l'obstination à persévérer dans la superstition, bref, comme le peuple impossible à éclairer et à civiliser. Si bien que Voltaire était, au fond, en permanence partagé entre sa condamnation des persécutions dont les Juifs étaient victimes, parce que quand même c'est Voltaire, et sa conviction que ceux-ci formaient un peuple méprisable, incapable de tout progrès moral et politique. Cette hostilité, d'ailleurs, était déjà bien connue de son temps, et par exemple, un des participants au concours de 1787, l'avocat Claude-Antoine Thierry, lui reprocha d'avoir, je cite, « prostitué son génie au plaisir singulier de dégrader et d'avilir les Juifs ». Si l'antijudaïsme de Voltaire était extrême et reconnu, il n'était malheureusement pas isolé au milieu du XVIIIe siècle, comme l'a montré par exemple Ronald Schechter dans son livre « Obstinate Hebrews », dont vous avez la référence ici. Au début des années 1780, toutefois, les choses commencèrent à changer. D'abord dans le monde allemand. En Autriche, en 1782, Joseph II élargit, l'empereur, élargit aux Juifs les bénéfices de l'édit de tolérance de l'année précédente, si bien que les restrictions que l'Église faisait traditionnellement peser sur eux furent supprimées. En Allemagne, quelques philosophes juifs, comme Moses Mendelssohn, participaient aux débats intellectuels de leur temps et prônaient une amélioration du statut des Juifs. Vous vous souvenez, nous avons déjà évoqué Moses Mendelssohn, qui était le modèle du Nathan le Sage de Lessing, de son ami Lessing, et d'ailleurs la pièce rédigée en 1779 et jouée pour la première fois en 1782 s'inscrivait exactement dans le contexte de ces débats. En 1781, un haut fonctionnaire prussien, professeur de finances publiques, très proche des milieux éclairés berlinois, lui aussi ami de Mendelssohn, qui s'appelait Christian Wilhelm Dollm, publia un essai important sur la réforme politique des Juifs, qui fut traduit immédiatement en français en 1782. Il proposait l'accès des Juifs à l'égalité civile et réfutait la plupart des préjugés à leur égard. En 1787, Mirabeau popularisa ces idées dans son livre qui s'appelait intitulé « Sur Moses Mendelssohn et sur la réforme politique des Juifs ». Enfin, quand je dis popularisa ces idées, c'est une manière aimable de dire qu'il l'a allègrement pillé. Bon, mais à l'époque, la frontière n'était pas si nette, on va dire. Quoi qu'il en soit, l'heure était à la tolérance. Et la preuve, c'est que notre ami Anacharsis Clootz, qui ne s'était pas encore fait un prénom, et donc qui s'appelait encore Jean-Baptiste, publia lui aussi un ouvrage appelant à la tolérance, sobrement intitulé « Sur les Juifs ». Pendant ce temps, Louis XVI lui-même demandait à Malesherbes de travailler à un projet d'édit de tolérance à l'égard des non-catholiques. Finalement, ça ne concernera que les protestants, mais
quand même. Bien sûr, tout cela ne faisait pas taire les voix hostiles qui perpétuaient les arguments traditionnels contre les Juifs, parfois avec beaucoup de véhémence, d'autant plus de véhémence qu'ils sentaient le vent tourner, mais cela semblait néanmoins annoncer une ère de tolérance. Et c'est dans ce contexte que l'Académie de Metz mit au concours la question de l'utilité et du bonheur des Juifs. Alors, vous allez me dire, pourquoi Metz ? Eh bien, il y vivait une communauté juive assez importante, 2 à 3 000 personnes, et je vous rappelle de toute façon que les Juifs en France étaient très peu nombreux au XVIIIe siècle. À la veille de la Révolution, on estime environ 40 000, peut-être un tout petit peu plus, mais de toute façon pas plus de 50 000, soit à peine 0,2% de la population. Ils étaient d'ailleurs répartis en 2 groupes très différents. Dans le sud, une communauté de Juifs dits portugais, à Bordeaux et à Bayonne, venus en France sous couvert de conversion au christianisme, mais dont le judaïsme était tacitement reconnu et qui était bien intégré à la vie marchande et même sociale. On peut y ajouter les Juifs d'Avignon et du Comtat vénécin qui vivaient là depuis plusieurs siècles. À l'est, en revanche, les Juifs d'Alsace, environ 20 000 personnes, qui étaient interdits de résidence dans les villes, vivaient dans les villages, et ceux de Lorraine vivaient, eux, dans des communautés traditionnelles, respectant scrupuleusement les rites, parlant yiddish, pratiquant une stricte endogamie. Et c'est surtout à eux que pensaient les organisateurs du concours et les participants. Alors, 9 textes furent reçus en 1787, parmi lesquels 2 ont été immédiatement rejetés parce qu'ils ne correspondaient pas aux idées, aux attentes assez libérales des organisateurs. En fait, il s'agissait de 2 pamphlets très violents à l'égard des Juifs, qui affirmaient que ceux-ci ne seraient jamais utiles et que donc il n'y avait aucune raison de les rendre heureux. Par exemple, Louis-Nicolas Haïcourt, procureur au Parlement de Metz, proposait tout simplement de tous les déporter en Guyane. D'autres textes, qui eux furent retenus, étaient plus étranges. Par exemple, celui de Donchet, un bénédictin de Saint-Avold, qui affirmait que le malheur des Juifs répondait à la providence divine, mais qu'il était néanmoins possible de les rendre utiles grâce, disait-il, à leur goût pour le miel. Et il proposait donc tout bonnement de les contraindre à élever des abeilles, des mouches à miel, comme il disait, à raison de 300 ruches par famille. C'est pas mal quand même. Et le voilà qui se lance dans de savants calculs pour déterminer le revenu que ces milliers d'établissements répartis dans le royaume rapporteraient à l'État. Régler la question juive avec du miel, il suffisait d'y penser. 2 textes furent remarqués, mais non primés. L'un de l'abbé Grégoire et l'autre de Claude-Henri Thierry, donc l'avocat au Parlement de Metz dont je vous parlais à l'instant. Les concurrents furent invités à revoir leurs copies et à présenter des versions améliorées. Ils furent 4 à le faire, et finalement, donc en 1788, l'Académie remit 3 prix ex aequo à Grégoire, à Thierry, mais aussi à un lauréat inattendu, Zalkind Hurwitz, un juif polonais, sur lequel je vais revenir dans un instant, car il était le seul juif à avoir participé au concours. Alors nous disposons aujourd'hui d'une publication intégrale de tous les textes soumis au concours, y compris la première version présentée par Grégoire, donc dès 1787, qui est différente de la version publiée et qui a longtemps été considérée comme perdue jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée à la bibliothèque de Metz par Alissa Goldstein-Sepinwall, alors qu'elle travaillait à son livre sur Grégoire, dont j'ai parlé il y a 2 semaines. Cette édition intégrale et commentée a été donnée par Pierre Birnbaum en 2017, ce qui lui a permis de revenir, 20 ans plus tard, sur la question épineuse de la position de Grégoire. En comparant les 2 versions du texte, il montre que celui-ci, loin d'avoir adopté des positions plus libérales, a au contraire durci ses critiques à l'égard des Juifs, ce qui suggère qu'il n'a pas seulement été prisonnier de lieux communs dont il se serait progressivement distancié, mais qu'il a clairement cherché
à les enfoncer dans l'esprit de ses lecteurs, ou du moins à s'appuyer dessus. Alors, Grégoire, bien sûr, commence, on va dire, par les fondamentaux, c'est-à-dire par la critique de l'usure. Mais il introduit aussi très vite des considérations physiologiques inspirées de Lavater. Il écrit par exemple « En général, ils ont le visage blafard, le nez crochu, les yeux enfoncés, le menton proéminent. Il s'en prend surtout à leurs coutumes, aux interdits alimentaires qu'ils respectent avec obstination et, vous ne serez pas surpris, à leur langue. » Il ne veut absolument pas en entendre parler. Il parle de cet argot, ce jargon tudesco-hébraïco-rabbinique dont se servent les juifs allemands, qui n'est intelligible que par eux et ne sert qu'à épaissir l'ignorance ou à masquer la fourberie. Quant au Talmud, il apparaît comme la quintessence de l'obscurantisme, je cite, un cloaque où sont accumulés les délires de l'esprit humain. J'arrête là, ça nous suffit, je crois. Comment, mais il fallait que je les cite parce que ça m'amène à la question, comment comprendre de tels passages chez un auteur qui plaide pour mettre fin aux persécutions que les Juifs endurent depuis des siècles? Car il est tout aussi vrai, et c'est même l'aspect essentiel du texte, que Grégoire retrace longuement et avec empathie l'histoire des malheurs du peuple juif et qu'il dresse un véritable réquisitoire contre le comportement des chrétiens. Les défauts actuels des Juifs ne leur sont pas imputables, affirme-t-il, ils sont la conséquence des persécutions qui les ont rendus ce qu'ils sont. On comprend alors que l'insistance de Grégoire sur ces mêmes défauts est moins une façon d'accabler les Juifs, comme chez ses adversaires, ou de les écarter du progrès et de la civilisation, mais au contraire de promouvoir la politique de régénération qu'il propose. Le terme figure d'ailleurs dans le titre même de l'édition de son manuscrit, et elle est très présente dans le texte de 1788, dans la deuxième version, alors qu'elle ne l'était pas ou presque l'année précédente. Et donc, on peut conclure que Grégoire a sciemment insisté sur le degré de bassesse auquel les chrétiens ont réduit les Juifs pour mieux prouver la nécessité de changer radicalement de politique à leur égard afin de les régénérer. L'idéal éclairé de la civilisation, c'est-à-dire le progrès des mœurs, venait fusionner avec un idéal chrétien de la conversion, impliquant une transformation complète et profonde d'un peuple, de ses croyances, de ses mœurs. Grégoire ne parlait pas ouvertement de conversion, et surtout pas de conversion forcée, mais laissait planer à plusieurs reprises cette perspective. Et ce raisonnement, évidemment, avait une conséquence. Si la tolérance et l'égalité étaient les objectifs à atteindre, ils ne pouvaient pas l'être dans l'immédiat. Ils ne seraient que le résultat à venir de la politique de régénération. Grégoire, ainsi d'ailleurs que d'autres candidats, imaginait toute une série de mesures destinées à arracher les Juifs à leur destin. Il s'agissait de les soustraire, bien sûr, à l'influence des rabbins, de les détourner de leurs croyances traditionnelles, irrationnelles, et surtout de leur interdire l'usure et le commerce en les obligeant à travailler la terre. Ce dernier point est extrêmement important. Pour Grégoire, la régénération des Juifs passe nécessairement par la terre. Il fallait en faire des paysans, des cultivateurs. Alors, il faut remarquer que c'est une position très différente de celle qu'avaient défendue les rares auteurs libéraux favorables aux Juifs, par exemple John Toland en Angleterre au début du siècle, qui insistait plutôt sur l'utilité commerciale des Juifs. Pour Grégoire, en revanche, rendre les Juifs utiles et heureux impliquait de les changer radicalement. Ce qu'il résumait ainsi, nous avons établi le danger de les tolérer tels qu'ils sont, la nécessité de les réformer et la possibilité d'y parvenir. Mélange de tolérance et d'intolérance, de générosité et de paternalisme, qui constituait ce que Alissas Epinwall appelle le paradoxe de la régénération. La conclusion de Grégoire, néanmoins, mérite d'être signalée, était entièrement tournée vers la condamnation des persécutions et l'annonce d'une espérance, c'est-à-dire, quand je dis sa conclusion, vraiment les derniers paragraphes du texte, et elle fit beaucoup pour sa postérité. Et donc, je vous la mets.
Ô nations, depuis 18 siècles, vous foulez les débris d'Israël. La fureur de vos pères a choisi ses victimes dans ce troupeau désolé. Quel traitement réservez-vous aux agneaux timides échappés du carnage et réfugiés dans vos bras? Un siècle nouveau va s'ouvrir. Les Juifs sont membres de cette famille universelle qui doit établir la fraternité entre tous les peuples, et sur eux, comme sur vous, la révélation étend son voile majestueux, enfants du même Père, dérobés tout prétexte à l'aversion de vos frères qui seront un jour réunis dans le même bercail. Je ne vous lis pas tout, vous avez la citation ici. Et qu'enfin, le Juif, accordant aux chrétiens un retour de tendresse, embrasse en moi son citoyen et ami. Alors vous voyez comment Grégoire mêle une éloquence chrétienne, traversée par le langage du pouvoir pastoral et celui de la révélation, avec le discours humanitaire de la tolérance propre aux Lumières. Cette conclusion, qui semble annoncer la révolution à venir, ne doit toutefois pas conduire à négliger les ambiguïtés du texte, où la régénération des Juifs apparaît comme un préalable à leur entrée dans la grande fraternité humaine. Régénération qu'il n'est pas difficile de lire comme un programme d'assimilation, sinon de conversion. Comme l'écrit encore Grégoire, à force d'encourager les Juifs, insensiblement, ils adopteront notre manière de penser et d'agir, nos lois, nos usages et nos mœurs. Alors sur ce plan, il est instructif de comparer le texte de Grégoire à celui de Zalkin Hurwitz, qui est le grand oublié en général des travaux sur l'émancipation. Sa présence dans le concours est déjà un fait notable. Qui était Zalkin Hurwitz? Eh bien, c'était un juif polonais, né dans un village près de Lublin en 1750, arrivé à Paris dans les années 1770, installé dans le quartier Saint-Martin, là où habitaient les quelques juifs d'origine allemande que comptait la capitale. Il vivait pauvrement de son métier de colporteur, mais lisait beaucoup et développait une vraie culture d'autodidacte en commençant à écrire dans quelques journaux comme le Courrier de l'Europe. Il a fait l'objet d'une enquête minutieuse de l'historienne américaine Frances Malino, parue en 1996 et traduit en 2000, Un juif rebelle dans la Révolution et sous l'Empire, qui suit Hurwitz jusqu'à sa mort misérable dans une mansarde de la rue des Vieux Augustins en 1812. Mais alors, revenons à 1788. Dans la préface, ajoutée à son manuscrit pour la publication, Hurwitz explicite sa position. Il était absolument nécessaire, écrit-il, qu'un juif participât au concours pour défendre ses coreligionnaires contre les reproches qui leur étaient faits. Or, son avantage à lui, Hurwitz, écrit-il, c'était d'avoir très peu de liens, voire aucun, avec la communauté juive et de vivre à Paris absolument isolé, ce qui, dit-il, assurait son impartialité. Impartialité, c'est son terme. Aussi, écrit-il, on verra que je parle plus en homme qu'en juif. C'est toute l'ambiguïté, pas si différente des paradoxes que nous avons évoqués la semaine dernière. Hurwitz doit parler en tant que juif pour défendre les siens et en tant qu'homme pour échapper au danger de partialité. Son texte, par ailleurs, est passionnant. Hurwitz fait étalage d'une érudition d'autodidacte, mais surtout d'un humour ironique, ravageur, très éloigné de l'éloquence religieuse de Grégoire. Il commence par exemple par noter, c'est une des toutes premières phrases, qu'il est quand même étrange de proposer la question telle qu'elle a été formulée. Il écrit « À sa lecture, il me sembla entendre Charles Quint ordonner des prières publiques pour la délivrance du pape que lui-même tenait à siéger. Le moyen de rendre les Juifs utiles et heureux, le voici, cessez de les rendre malheureux et inutiles en leur accordant, ou plutôt en leur rendant, le droit de citoyen dont vous les avez privés contre toutes les lois divines et humaines et contre vos propres intérêts. » Et il citait Jonathan Swift, « Nous sommes fort éclairés pour faire du mal, mais pas assez pour faire du bien. » Alors vous voyez, le ton est donné, bien plus direct que celui de Grégoire et des autres concurrents, et Hurwitz ne va guère en varier. Certainement déiste, il est très critique à l'égard des rabbins et de leur autorité, mais le point essentiel, c'est qu'il réfute toutes les critiques traditionnelles adressées aux Juifs, y compris donc par Grégoire. Il écrit par exemple « Les Juifs n'ont point d'autres préjugés
que celui qui est commun à toutes les nations, c'est-à-dire de préférer leur religion aux autres. Il propose donc de leur accorder l'égalité sans leur imposer de contraintes excessives, et notamment, c'est ça qui m'intéresse, il rejette toute idée de régénération, et là encore, avec une verve que je trouve assez réjouissante. Tant qu'il ne sera pas prouvé que les Juifs sont vraiment dégénérés, je ne vois point la nécessité ni même la possibilité de les régénérer, à moins qu'on ne prenne pour une preuve de dégénération les petites représailles dont la nécessité les oblige d'user envers leurs injustes ennemis qui, sans provocation, les oppriment, les détestent, les méprisent et poussent l'injustice jusqu'à prendre leurs représailles pour des agressions. Ce ne sont donc pas les Juifs, mais les chrétiens qu'il faudrait régénérer et rendre justes et humains envers les premiers. Horowitz ne croyait pas si bien dire. Un an plus tard, la Révolution éclatait, créant un contexte politique totalement nouveau, dominé par la Déclaration des droits de l'homme et la souveraineté de la nation. Quelle place les Juifs allaient-ils occuper dans cette nouvelle société? Pouvaient-ils aspirer à bénéficier des droits des citoyens? Comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, la Déclaration des droits de l'homme avait posé un principe, celui de l'égalité. Encore fallait-il établir précisément qui pouvait revendiquer ces droits. De fait, les Juifs de Paris s'empressèrent d'envoyer une délégation à l'Assemblée pour plaider leur cause dès le 26 août. Ils n'étaient pas très nombreux, c'est 500, 600 personnes. En décembre, un grand débat s'ouvrit à l'Assemblée. Grégoire lança l'offensive avec une motion en faveur des Juifs qui semblait reprendre à peu près l'argumentaire de l'année précédente. Les Juifs ne sont ce qu'ils sont qu'en raison des persécutions qu'ils subissent, il faut donc leur donner des droits égaux et les orienter vers d'autres métiers que le commerce. Mais en réalité, le texte était très sensiblement différent. Les critiques avaient presque disparu. Par exemple, les spécificités alimentaires n'étaient plus considérées comme un problème. Qu'importe à la tranquillité politique cette différence diététique, écrivait maintenant Grégoire. Et si le thème de la régénération restait présent, Grégoire n'insistait plus sur le préalable d'une transformation profonde. Désormais, il se situe au niveau des principes, ceux de l'égalité des droits. En tant qu'hommes, les Juifs ont le droit à l'égalité, c'est leur entrée dans la nouvelle société nationale qui se chargera de les régénérer. Vous voyez, la logique est inversée, si bien que les mesures coercitives évoquées dans le discours de 1788 sont désormais abandonnées. Grégoire, toutefois, semble encore hésiter entre l'affirmation de l'égalité et le discours de la régénération. Un autre orateur va nettement plus loin, développant de façon conséquente le discours universaliste des droits. C'est un noble libéral, partisan d'une monarchie constitutionnelle, un des premiers nobles ralliés à la Révolution. Il s'appelle Stanislas de Clermont-Tonnerre. Le 23 décembre 1789, il plaide avec éloquence pour qu'une égalité complète soit accordée aux Juifs, une égalité immédiate et sans condition. Alors, c'est un discours très célèbre, et on en retient en général une phrase, inlassablement citée: il faut refuser tout aux Juifs comme nation et accorder tout aux Juifs comme individus. Et on veut y voir souvent une définition de la citoyenneté à la française et même d'un universalisme hostile à toute revendication de différence, comme si la Révolution, en accordant la citoyenneté aux Juifs, les avait obligés à renoncer à leur identité. Cette lecture s'est imposée comme un leitmotiv de la mémoire juive de la Révolution, soit positivement, soit, plus récemment, négativement, alors même qu'il s'agit d'une lecture excessive, à la limite du contresens, comme l'ont montré plusieurs auteurs de façon systématique depuis les années 1980. Toute une série d'études qui montrent que cette phrase est tirée du contexte, de l'ensemble du discours, pour lui faire dire beaucoup plus qu'elle ne dit. En réalité, ce que demande Clermont-Tonnerre, c'est que les Juifs renoncent à leur organisation juridico-politique en tant que nation, c'est-à-dire au fait d'avoir leurs propres juges, leurs propres lois et de régler leurs affaires entre eux. Il l'explicite, c'est la phrase suivante, il faut qu'ils ne fassent dans l'État
ni un corps politique, ni un ordre. Ni un corps politique, ni un ordre. Autrement dit, qu'ils acceptent les règles politiques issues de la Révolution et manifestent leur volonté d'être français. Pour le reste, aucune condition n'est posée, ni en termes de profession, d'amélioration morale, de réforme culturelle ou linguistique. Même leur refus d'épouser des non-juifs ou de se mêler à eux n'est absolument pas un obstacle. Clermont-Tonnerre le dit très clairement. Quant à leur insociabilité, on l'exagère. Existe-t-elle ? Qu'en concluez-vous en principe ? Y a-t-il une loi qui m'oblige à épouser votre fille ? Y a-t-il une loi qui m'oblige à manger du lièvre et à manger avec vous ? Certes, ces travers religieux disparaîtront, et quand ils survivraient et à la philosophie et au plaisir d'être enfin de vrais citoyens et des hommes sociables, ils ne sont pas des délits que la loi puisse et doive atteindre. Le discours de Clermont-Tonnerre ne traduisait donc pas un assimilationniste enjoignant aux Juifs de renoncer à leur spécificité culturelle, mais au contraire un universalisme pluraliste, reconnaissant aux Juifs, comme aux autres minorités religieuses, un droit à la différence, et faisant même de cette différence le signe de la générosité de la nouvelle nation, comme y insiste Maurice Samuels dans un livre dont je vous avais déjà parlé en décembre, Le droit à la différence, l'universalisme et les Juifs, auquel j'emprunte le titre pour cette séance. Et je vous signale d'ailleurs comme introduction à son travail, si vous voulez, un entretien de l'auteur avec Margot Renard, publié récemment sur le site en ligne Entretemps, dont l'adresse s'affiche ici. Un point crucial, par ailleurs, est souvent oublié. En décembre 1789, la proposition de Clermont-Tonnerre échoue à convaincre les députés. On en parle toujours comme si ça avait abouti. Pas du tout. Elle est contrée par de très nombreuses prises de position hostiles aux Juifs. L'abbé Maury, figure de la droite de l'Assemblée, considère que les Juifs sont des étrangers, résidant certes en France, mais obéissant à d'autres lois, et qu'il n'est donc pas question de leur accorder la citoyenneté. L'abbé Lafare, évêque de Nancy, menace l'Assemblée d'émeutes anti-juives. Un décret qui donnerait aux Juifs les droits de citoyens pourrait allumer un grand incendie. Par ailleurs, ceux-ci ne sont pas les seuls concernés, loin de là, par ces débats qui portent sur d'autres exclus, et notamment sur les professions jusque-là considérées comme infamantes. Le discours de Clermont-Tonnerre, on l'oublie aussi, avant d'aborder la question des Juifs, traitait plus longuement du sort des comédiens et du bourreau. Ces débats de décembre 1789 sont en effet un moment, au-delà de la question des Juifs, un moment important de définition de l'universalité des droits à l'échelle nationale, c'est-à-dire un moment où il s'agit, pour les députés, de mettre en pratique et de mettre en œuvre les principes d'égalité énoncés au mois d'août. À ce titre, le cas des comédiens est très intéressant. Sous l'Ancien Régime, en raison du préjugé infamant attaché à leur métier, ils ne bénéficiaient pas de tous les droits civils. Mais à l'automne 1789, plusieurs brochures plaident pour leur accès à la citoyenneté. Il ne s'agit plus de revendiquer pour eux un statut privilégié dans un cadre corporatiste, comme sous l'Ancien Régime, ou encore de défendre leur moralité. L'enjeu, désormais, est leur inclusion dans une société en formation dont aucune partie de la population ne doit être écartée. Par exemple, le dramaturge Jean-Louis Laya demande la régénération des comédiens, c'est le titre de sa brochure, utilisant, vous voyez, le vocabulaire révolutionnaire cher à Grégoire. Dans ses courtes réflexions sur l'état des comédiens, Marie-Joseph Chénier argumente à partir du principe général de l'universalité des droits. Les comédiens doivent être traités comme tous les autres travailleurs salariés. De fait, le décret adopté le 24 décembre ne mentionne pas spécifiquement les comédiens, mais règle la question en supprimant toute discrimination liée à la religion et au métier, sauf donc pour les Juifs. La société de corps laisse place à une société de citoyens. Il s'agit d'affirmer une égalité citoyenne qui modifie la place accordée au métier dans l'ordre politique et juridique, en mettant à distance les particularismes professionnels, écrit Suzanne Rochefort dans un
très beau livre qui vient de paraître, Vie théâtrale, consacré aux comédiens et comédiennes parisiennes au XVIIIe siècle. Or, dans ce nouvel ordre, la question des Juifs donc reste en suspens. L'Assemblée a refusé de la trancher, dès lors c'est chacun pour soi. En janvier, les Juifs du Sud-Ouest présentent une requête à l'Assemblée demandant à bénéficier de la citoyenneté au nom des droits qui étaient les leurs sous l'Ancien Régime, les lettres patentes dont ils bénéficiaient, et ils ne veulent surtout pas que leur sort soit associé à celui des Juifs de l'Est. Ils obtiennent gain de cause après un long débat en janvier 1990, marqué par l'hostilité de ceux qui craignent que la mesure soit ensuite élargie à tous les Juifs. Pour les Juifs alsaciens et lorrains, et pour ceux de Paris, c'est une déception. Ils ne cessent, dans les mois qui suivent, de protester, de pétitionner. Zalkin Hurwitz, de son côté, ne désarme pas. Après le prix qu'il a reçu en 1788, il a publié son Apologie pour les Juifs et obtenu un poste d'interprète à la Bibliothèque royale. Pleinement engagé dans la Révolution, il écrit dans les journaux, continue à plaider pour l'égalité des droits. Et devinez où on le retrouve en mai 1790 ? Eh bien, à l'Assemblée, dans la délégation des étrangers menée par l'orateur du genre humain, avec qui il s'est lié, et où il joue le rôle du Polonais. Puis, dans les mois qui suivent, Hurwitz continue à combattre pour que l'égalité des droits devienne une réalité, associant la destinée des Juifs à celle des libres de couleur. Il n'a rien perdu, bien au contraire, vous allez le voir, de son ironie et de son mordant. En janvier 1791, dans le Journal de Paris, il s'insurge contre la pratique des jeux d'argent et contre l'indulgence dont il bénéficie de la part des autorités. Et voilà ce qu'il écrit. Il est étonnant que l'Assemblée nationale ait ajourné l'affaire des Juifs et des hommes de toutes les couleurs, et des gens de toutes couleurs et de toutes religions, tandis qu'elle laisse jouir de tous les droits du citoyen les directeurs et les secrétaires perpétuels des académies de jeux. Pour être citoyen et même législateur dans ce pays de l'égalité et de la liberté, il suffit d'être propriétaire d'un prépuce blanc et d'avoir autant de probité qu'il en faut pour ne pas être pendu. C'est ce qu'on pourrait appeler de l'humour intersectionnel et légèrement transgressif. Finalement, l'accès de tous les Juifs à la citoyenneté est voté le 27 septembre 1791, au moment où l'Assemblée constituante va se séparer. La Constitution est terminée, elle a été adoptée, et dans les tout derniers jours, au moment de se séparer, eh bien, l'avocat Adrien Duport, qui est un des hommes forts du moment, demande que les restrictions qui pèsent sur les Juifs soient enfin levées. Je crois, déclare-t-il, que la liberté des cultes ne permet plus qu'aucune distinction soit mise entre les droits politiques des citoyens à raison de leurs croyances, et je crois également que les Juifs ne peuvent pas être seuls exceptés de la jouissance des droits. Il ne s'agit plus, vous le voyez, de légiférer sur la spécificité des Juifs, mais au contraire, de ne pas faire d'exception. Jean-François Rebel, député de Colmar hostile aux Juifs, essaye désespérément de prendre la parole pour s'y opposer, mais on l'en empêche, et un autre député, proche de Duport, demande un vote sans discussion, sous prétexte, c'est intéressant, qu'argumenter contre la proposition serait critiquer la Constitution elle-même. Comme l'écrit ironiquement Maurice Samuels, l'un des événements majeurs de l'histoire juive moderne eut lieu grâce à un tour de passe-passe parlementaire. Sur le fond, les Juifs sont moins considérés pour eux-mêmes que pour ce qu'ils représentent, pour le symbole du caractère véritablement universel des droits. Et on peut remarquer aussi que Duport, vous l'avez entendu, met en avant la liberté des cultes. Les Juifs ne sont pas envisagés comme un peuple, comme une nation, mais comme une confession religieuse. Et cela change tout. Il n'est plus question de leurs caractéristiques physiques ou morales. Le processus essentiel consiste au fond à désethniciser les Juifs. C'est ce qui permet leur inclusion dans la nation. Le thème de la régénération, pour autant, ne disparaît pas. Grégoire lui-même, qui d'ailleurs ne se préoccupe plus guère de la question après l'échec de décembre 1789, reste attaché à cette idée. Par exemple, il écrit à un de ses correspondants « Les Portugais et les Avignonnais jouissent de tous les droits de citoyens.
Ceux d'Alsace et de Lorraine, pas encore, et c'est leur faute. Ils voudraient conserver leur communauté et une foule d'usages qui heurtent le régime de notre gouvernement actuel. Il faudrait, dit-il, les fondre dans la masse nationale. Alors, les Juifs eux-mêmes, de leur côté, comment réagissent-ils? Dans un premier temps, plusieurs témoignages montrent qu'ils adhèrent avec enthousiasme à la Révolution et se réjouissent de bénéficier de l'égalité. Ils participent par exemple à des cérémonies publiques d'allégeance à la nation. Isaac Baer, qui est le dirigeant des Juifs de Nancy, et qui a joué un rôle important auprès des députés, vous voyez ici dans un portrait un peu plus tardif, s'enthousiasme du changement survenu et rassure ses frères en affirmant « Chacun de nous suivra naturellement la religion de ses pères. Nous pourrons donc être tout à la fois fidèlement attachés à la religion juive et bons citoyens français. » Mais la situation néanmoins se durcit sous l'Empire. Napoléon, pour sa part, a une conception plus assimilationniste que les députés de 1791, à tel point que Jacques Godechaux, dont je vous parlais tout à l'heure, voyait un lien direct entre les idées de Grégoire et les projets de Napoléon. Celui-ci crée une assemblée des notables juifs en 1806, puis un grand Sanhédrin en 1807. Il s'agit avant tout de contrôler politiquement le judaïsme français, mais aussi de réduire les marqueurs de différence, par exemple en encourageant les rabbins à prêcher en français. L'année suivante, en 1808, Napoléon prend un décret discriminatoire, qu'on a souvent appelé le décret infâme, qui ne fut pas renouvelé à la Restauration. Par la suite, au cours du XIXe siècle, s'est développé, et là je vais aller très très vite, s'est développé ce qu'on a appelé l'israélitisme ou encore le franco-judaïsme, c'est-à-dire la volonté des Juifs français, d'une grande partie d'entre eux, de s'identifier à la nation, ce qui les conduit à se considérer donc comme israélites plutôt que comme juifs, ce dernier terme restant chargé de connotations négatives. Ce qui n'empêche pas la reconnaissance en parallèle d'une spécificité juive et même le développement d'un véritable philosémitisme, comme l'a montré là encore Maurice Samuels autour du cas de la comédienne Rachel Félix, qui triomphe à la Comédie Française sous la monarchie de Juillet. Tout cela, bien sûr, jusqu'à la crise dreyfusarde, qui révèle au grand jour à la fois la persistance d'un antisémitisme virulent, mais aussi, ne l'oublions pas, à l'inverse, l'existence d'un républicanisme des droits de l'homme capable de prendre la défense du capitaine juif. L'émancipation débouche ainsi sur, ou a débouché ainsi sur une nouvelle conception, une nouvelle question juive, qui peut se formuler ainsi, comment rester juif tout en étant citoyen? Question que soulève notamment Bernard Lazare, qui crée la notion de paria conscient, que reprendra et élargira Hannah Arendt. Que conserver d'une identité proprement juive, qui n'est pas seulement une question de croyance, mais qui est aussi un ensemble de pratiques, la fidélité à une histoire, à des liens communautaires, peut-être même à une position de marginalité assumée, héritée de siècles de persécution, tout en se fondant au mieux dans l'identité républicaine, celle de l'adhésion aux principes universalistes. C'est ce que Bruno Karsenty a appelé la question juive des modernes. Alors cette question juive, bien sûr, a des spécificités, notamment en France, en raison de l'alliance particulière que les Juifs ont nouée avec l'État, mais aussi, elle est aussi, bien au-delà de la question juive, un révélateur des questions plus larges que posait l'universalisme révolutionnaire. Ces dernières semaines, nous avons vu comment l'affirmation des droits de l'homme et du citoyen, malgré la rhétorique et l'ambition universelle, s'est heurtée aux questions de l'inclusion et des frontières, de la différence et de la régénération, avec un mélange d'idéalisme et de cynisme, d'enthousiasme cosmopolite et de patriotisme méfiant, d'envolée philanthropique et de marchandage politique. Qu'il s'agisse des étrangers, des esclaves, des femmes, des juifs, les enjeux sont à chaque fois différents, mais les problèmes sont en grande partie les mêmes. Chaque fois, nous avons retrouvé les mêmes tensions entre l'idéal d'extension illimitée des droits et le principe de clôture de la communauté politique.
entre l'idéal d'uniformité qui soutient le projet national et l'acceptation des différences, qui est l'idéal du pluralisme issu des Lumières depuis Pierre Bayle. Ce que j'ai voulu vous montrer, au fond, dans ces séances, c'est qu'une approche historique permet de sortir des oppositions idéologiques trop tranchées, comme celles qui opposent les défenseurs et les adversaires de l'universalisme. Celui-ci, et même l'universalisme des Lumières, n'est pas un bloc. Dans la pensée des philosophes du XVIIIe siècle, nous avons identifié plusieurs langages de l'universel. Celui cosmopolite du droit, celui de la civilisation, fondé plutôt sur l'histoire et l'imaginaire du progrès des mœurs, et celui, enfin, critique, qui oppose aux prétentions européennes d'autres conceptions de l'universel, invoquant l'expérience des esclaves noirs, celle des parias de l'Inde, appelant à l'émancipation, voire à la révolte. Avec la Révolution, cette pluralité de langages persiste, mais nous l'avons vu toutes ces dernières semaines, elle se politise. Elle se reconfigure aussi dès lors que l'État-nation démocratique issu de la Révolution s'affirme comme le nouveau lieu de l'universel, celui où se réalise, où doit se réaliser la promesse moderne de l'émancipation par l'égalité des droits. En cela, cet État démocratique est l'héritier, bien sûr, des langages universalistes des Lumières, mais il n'en capture pas l'intégralité de l'héritage, laissant de côté tout un pan cosmopolite et critique qui ne cessera de le travailler comme un remords. Par ailleurs, ce nouveau paradigme stato-national, si vous permettez, de l'universalisme, est lui-même loin d'être homogène. Il suscite un débat sur l'extension des droits et la reconnaissance de la différence. Comment est-il possible d'être différents mais égaux ? Tout au long du XIXe siècle, ces questions n'ont cessé de se poser à nouveau, à travers la lutte pour le suffrage universel, pour le droit de vote des femmes, pour l'abolition de l'esclavage dans les colonies, avec la conquête de l'Algérie, puis de l'Indochine et des territoires d'Afrique occidentale, la question prend un tour nouveau, puisque l'affirmation des droits de l'homme en métropole s'accompagne d'une exclusion massive et d'une domination à l'extérieur. La question des femmes et des juifs joue là aussi un rôle important, mais plus ambigu, dans l'affirmation d'une mission civilisatrice, tandis que l'islam devient un enjeu nouveau pour penser l'universalité de la citoyenneté française, en contexte colonial d'abord, puis en métropole. Alors vous l'avez compris, l'universalisme français n'est pas seulement pluriel, il est aussi historique. Il a fait l'objet dès 1789, puis tout au long des 2 siècles qui ont suivi, d'interprétations et de réinterprétations, de débats et de conflits. Il n'est donc pas un dogme gravé dans le marbre, mais un champ polémique et politique en perpétuelle mutation. Et nous n'avons fait que commencer à étudier cette histoire. C'est pourquoi, vous l'avez compris, je poursuivrai l'enquête l'année prochaine avec un ensemble de séances qui viseront à compléter et à prolonger le cours de cette année. En attendant, je termine en vous remerciant chaleureusement de votre fidélité. C'était un plaisir de vous retrouver si nombreux tous les lundis. Et avant de vous quitter, quand même, je vous signale plusieurs rendez-vous printaniers. Parce qu'on se quitte, mais on peut se retrouver. On peut se retrouver avant un an. Du 18 au 19 juin, un grand colloque sera consacré aux lumières médiatiques. Il visera à réfléchir aux transformations de la communication, des médias et de l'espace public au XVIIIe siècle et à leurs effets sur les Lumières. Le programme sera bientôt disponible. L'argumentaire est déjà en ligne sur le site du Collège. Auparavant, le 14 mai, je vous invite à assister à la conférence que donnera Jennifer Pitts, professeure à l'Université de Chicago, sur les débats abolitionnistes à la veille de la Révolution et notamment sur la traduction en français du premier traité anti-esclavagiste rédigé par un ancien esclave africain, les pensées et sentiments d'Otoba Kogwano, et le rôle qu'a joué Condorcet dans cette traduction. Et vous voyez que nous serons en plein dans la continuité de ce cours. Bon après-midi, merci beaucoup.